Aujourd'hui, nous allons parler d'un pilote. Un pilote, d'après moi, d'exception. Ce pilote, c'est Sir Douglas Robert Stewart Bader. Et avant que je vous détaille son histoire, ses faits d'armes et pourquoi est-ce que ce pilote compte de mon point de vue dans les plus grands pilotes de son ère, générique. Sir Douglas Robert Stewart Bader, qu'on va abréger en Douglas Bader, c'est plus court, c'est plus simple, est entré dans la RAF, la Royal Air Force, donc l'armée de l'air anglaise, en 1928, donc pour ses 18 ans. Déjà tout jeune passionné par l'aviation, il s'engagea dès son plus jeune âge au possible afin de servir son pays. Et loin d'être mauvais, il fut même un très bon pilote, peut-être un petit peu trop, qu'il ne se sentit pousser des ailes, ce qui le ramena très vite sur Terre, au sens propre du terme, puisque 3 ans après s'être engagé, au cours de sa formation de pilotage, il tenta une cabriole qui le fit rencontrer la terre ferme, mais pas des moindres, hein. Là, on parle d'un crash en grande pompe, le genre de crash où t'en ressors pas bien, hein. Il fut transporté à l'hôpital, eut des soins intensifs et frôla la mort de peu. Mais on n'est pas dans un conte de fées, il n'en sortit malheureusement pas indemne. Douglas perdit ses 2 jambes. Malgré son accident, une fois remis, puisqu'il s'en remit, on n'est peut-être pas si loin d'un shonen que ça, il continua sa formation. Il termina avec brio, mais fut recalé à l'armée, puisque compté comme inapte suite à son accident. Donc mis à la retraite de force, il resta dans la vie civile pendant un petit temps. Avant de parler de son après-accident, il est important de vous poser un petit cadre. Une petite parenthèse ingénierie et technique. Un avion, ça tourne sur 3 axes. Il y a une manette des gaz pour accélérer, on monte ou qu'on descend suivant la puissance souhaitée. Il y a un manche à balai qui permet de piquer quand on pousse en avant, de monter quand on tire vers soi, et de faire des vrilles. On a donc ici 2 axes. Le roulis et le tangage. Le troisième axe, c'est le lacet. Seulement le lacet en avion est géré par ce qui s'appelle le palonnier. Autrement dit, des pédales. Quelque chose qu'on utilise avec ses pieds, que Douglas n'a pas. Enfin presque. Douglas s'est vu recevoir des prothèses. Il se sert de ça pour piloter. Donc ça permet de pallier en partie, mais ça a tout de même des inconvénients. Notamment pour monter dans un avion, c'est beaucoup moins pratique, il a besoin d'aide, et même s'il devient autonome par la suite, ça reste compliqué pour lui. Il menait sa petite vie paisible en civil jusqu'à ce que, tout en essayant de rentrer dans l'armée tout de même, hein, le mec il est à fond, jusqu'à ce que la Deuxième Guerre mondiale éclate. L'Allemagne fait ses petits trucs et part tout doucement sur l'Est Europe, envahit la Pologne, etc. Et commence à s'attaquer à la Belgique, aux Pays-Bas. Et on sent que ça pue pour la France, donc les Anglais se mobilisent aussi. Douglas est donc rappelé à l'armée, enfin, il a fait en sorte d'être rappelé à l'armée. Ils lui ont mis au défi de passer les tests de présélection qu'il passa avec brio, et devient pilote pour l'armée, comme avant son accident. En entrant dans l'armée, il va effectuer au-dessus de Dunkerque l'opération Dynamo. C'est la première grosse opération à laquelle il va participer. C'est l'opération qui permet le retrait des troupes de Dunkerque. L'Allemagne, quand elle a envahi, a formé une poche autour de Dunkerque qui était une forte résistance. Sauf que le problème, c'est qu'il faut s'enfuir. C'est con de rester sous les balles alors que la guerre ne fait que commencer, malheureusement. La marine anglaise, elle, maîtrise la Manche, il n'y a aucun problème là-dessus,
La Kriegsmarine n'est pas encore au niveau. Et même quand elle le sera, elle se fera la tête à la gueule. On en parlera une prochaine fois. Bismarck. Suite à ça, la marine détient la mer, les Allemands détiennent les airs. Et beaucoup de navires se font bombarder. Donc, solution simple, on déploie l'aviation. Alors est déployé Bader et différentes escouades. Et lors de sa sortie, il descenda un Bf-109, un chasseur allemand, un Bf-110, un avion spécialisé dans l'attaque au sol, et 2 bombardiers, un He-111 et un Dornier 17, qui s'attaquaient aux navires alliés justement. Suite au succès de l'opération Dynamo, puisque la majorité des troupes ont pu être évacuées, non sans grand sacrifice, la résistance a permis de tenir, il devint donc ce qu'on appelle un squadron leader, un chef d'escadron, par intérim, jusqu'à ce qu'un autre gradé officiel prenne sa place. Le problème, c'est qu'il est squadron leader par intérim dans le 242e escadron canadien, des gens qui sont au plus bas du moral. Ces gars ont perdu beaucoup de leurs collègues et de leurs amis, mais aussi leurs commandants. Un escadron au fond du trou que personne ne souhaite récupérer. Donc le statut d'intérim, au fil du temps, deviendra définitif. Seulement, ils sont équipés de très bons avions, des Hawker Hurricane, des avions qui peuvent facilement concurrencer des Bf-109, même s'ils n'ont pas la maniabilité des Spitfire. Douglas Bader, lui, est quelqu'un de passionnel, déterminé, volontaire et hargneux. Il partit de rien avec cet escadron qui, à partir de 1939, n'était pas reluisant après l'opération Dynamo, et le mena pas au sommet, mais sur la scène compétitive en termes de victoire-défaite comparé aux autres escadrons en 1940. Il donna à ses hommes une motivation, un dévouement et surtout un profond respect. Et c'est durant l'opération Silo que le 242e va vraiment se démarquer. L'opération Silo, c'est l'opération d'invasion de l'Angleterre par les Allemands. Donc, la Kriegsmarine est là, la Luftwaffe est là. Bon, il n'y a pas les blindés, parce que jusqu'à preuve du contraire, les blindés ne flottent pas. Voilà. Mais à ce moment-là, Bader descendit des bombardiers, des chasseurs, des bombardiers piqués, des avions d'attaque au sol, en bon nombre, et se fit toucher de manière critique par un Bf-109. À 2 doigts de s'écraser, il redressa et réussit quand même à détruire l'avion qu'il avait mis mal. Étant pilote, l'une des plus grandes frustrations qu'on peut avoir, c'est le moment où on voit un chasseur ennemi ou même un avion ennemi nous échapper pour une raison stupide. Pas le fait de cligner des yeux, de l'avoir entraîné dans les nuages ou autre, le simple fait de ne plus avoir de munitions. C'est ce qui est arrivé à Bader face à un bombardier. Pris d'une rage extrême, il s'était mis en tête de l'éperonner. Quand on éperonne, généralement c'est avec un navire qui est fait pour faire du gros dégât. Les 2 capitaines ont hésité, attendant que l'autre fasse un geste. Mais finalement, aucun des 2 n'a fait quoi que ce soit pour arrêter la collision. Éperonner avec un avion, c'est comment dire, suicidaire, puisque va frapper un avion avec le tien, tu es sûr de soit casser une aile, soit bousiller ton moteur, soit t'arracher la queue. Et c'est pour ça que Bader s'est dit, je vais pas le faire, parce que c'est stupide, ça va me péter l'avion, je peux crever, et ça va foutre en l'air tout l'honneur et tout le respect que j'ai accumulé pour mes gars. Il rentra donc bredouille sans munitions, et j'imagine la frustration que ça devait être. Surtout qu'être sans munitions, ça veut dire que si t'es sur le retour, t'as pas de quoi te défendre non plus. À part des manœuvres et espérer qu'un mec vienne t'aider, sinon, capote. Pour ce qui est de son palmarès, on va s'arrêter là, on va pas faire toutes les batailles. C'est pas ça qui nous intéresse vraiment. Mais bon, vous avez pu comprendre, j'espère que le mec savait manier son engin.
On va dire que c'était pas un manche. Tout n'était pas rose pour Bader. Il était très bon pilote, il se battait comme pas possible, mais il y a toujours plus fort que soi, il faut le savoir. Bader le savait et un jour, il le vit. Il se fit toucher de manière si critique qu'il ne put pas rattraper l'avion et s'éjecta donc en plein vol. Rien de bien dangereux, puisque c'est une procédure habituelle avec parachute, évidemment, c'est pas nouveau, c'est pas que dans les films d'action modernes, c'était déjà des choses qui étaient faisables à l'époque. Seulement Bader, en s'éjectant, il laissa ses deux jambes. Les deux resta coincés dans le cockpit de l'appareil, ce qui lui fit atterrir sur la terre ferme, sur les rotules. Oh, et puis il était vraiment nul celle-là. Il se fit donc capturer par les Allemands, enfermé dans des prisons, de plus en plus sécurisées. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un d'exceptionnel. Enfin, si, mais pas au début. C'est surtout parce qu'il ne faisait que s'évader. S'il avait eu des jambes, il aurait pu réussir. Il les avait pas. Donc seulement, durant le temps qu'il a passé en prison, il rencontra du petit monde, notamment le colonel Adolphe Galland, un colonel allemand donc, avec qui il se lia d'amitié. Le colonel ira jusqu'à l'inviter sur son aérodrome personnel pour lui présenter son avion et lui proposer une place dedans. Juste s'asseoir. Bader en profita pour dire est-ce qu'il y aurait moyen de démarrer l'appareil et de faire un ou deux tours de piste avec, histoire de pouvoir essayer l'engin. Des retours que j'ai pu trouver, Galland regarde Bader, rit un bon coup et lui dit « Mais non mon ami, c'est impossible ». En parlant de ça, l'amitié que Galland avait envers Bader était très grande, tout comme le respect qu'il lui vouait. Un homme qui se battait sans jambes, en avion, c'était la classe. Pour cela, il lui proposa de faire livrer des jambes. Il fit une lettre à l'Angleterre pour leur dire « Les gars, votre pilote il veut des jambes, envoyez-en, je vous fais un tunnel ». En gros, il y avait un passage sûr dans l'espace aérien durant un laps de temps. Les chasseurs allemands étaient interdits d'y aller, les bombardiers allemands interdits d'y aller, et les canons anti-air avaient pour interdiction de tirer. Les Anglais, pensant à un coup de bluff, envoyèrent avec le bombardier une escadrille de chasseurs au cas où ce soit un piège. Seulement, ça ne l'était pas. C'était vraiment un passage sûr et pour larguer les jambes. On a offert aux Britanniques un passage sûr pour qu'un avion largue des jambes artificielles de remplacement. Ils les ont larguées, mais seulement après avoir bombardé ma base aérienne. Ils larguèrent quelques bombes sur l'aérodrome de Galland au passage. Les jambes furent bien livrées par contre, la parole était tenue, les jambes ont été livrées. Des deux côtés, c'est ce qu'il y en a un qui a un peu abusé. Mais bon. Suite à ça, les jambes furent remises à Bader par Galland. Il se les installa, alors qu'il était à la prison de Colditz, la haute prison de l'Allemagne de l'époque, la plus haute sécurité, et fit 2 ou 3 tentatives d'évasion qui à chaque fois lui coûtèrent le réquisitionnement de ses jambes comme punition. Tu veux courir, je t'enlève les jambes. Point. Voilà. Lors de ces combats aériens, Bader se basait sur 3 règles. La première, si vous avez l'altitude, vous avez le contrôle de la bataille. Ça semble con, un avion met plus de temps à monter qu'à descendre. Donc, si t'es en haut pour aller te chercher, il faut mettre beaucoup de temps. Par contre, si t'es en bas pour te descendre, beaucoup plus rapide. Deuxième, si vous sortez du soleil, l'ennemi ne peut pas vous voir. Alors, le faites pas, mais si vous regardez le soleil, vous allez voir que ça va vous piquer un peu les yeux. Donc, en avion, c'est pareil. Lorsque tu es dos au soleil, l'ennemi ne te voit pas parce que il voit le soleil. Ça lui brûle les yeux, et au pire, il peut t'apercevoir, mais il ne peut pas te fixer, à moins de devenir aveugle à très long terme. Donc, bien souvent, se cacher avec le soleil était la solution la plus efficace. Troisième point. Si vous retenez votre tir jusqu'à être très proche, vous manquez rarement votre cible. Ça peut sembler bête, mais entre tirer une canette de coca, par exemple,
à 200 mètres ou même à 10 mètres, vous allez moins facilement la rater. C'est logique. Et en avion, c'est une nouvelle importance. Les balles, ça fait du bruit. Tu les entends, et quand elles tapent ta carlingue, tu le sens. Ce qui veut dire que tu sais que tu es chassé. Si tu gardes ton feu jusqu'au bout, tu peux réussir à rester dans l'angle mort de ta proie et l'abattre rapidement, avec peu de munitions. Ces 3 règles l'ont emmené à 22 victoires aériennes seules, 4 victoires partagées et 6 victoires probables. Donc des avions qui ont été gravement endommagés, qui sont écrasés. On ne sait pas si c'est lui qui les a gravement endommagés ou si c'est quelqu'un d'autre. Il eut aussi à son palmarès 11 avions endommagés. Donc des avions qui ont soit disparu, soit non déclarés perdus par les Allemands, donc rien d'officiel. Pour conclure, je tiens à vous préciser le pourquoi est-ce que ce pilote est si bon. On a vu dans la précédente vidéo les effets de la force en G qu'on prend. C'est pas joli à voir, ça vous plaque contre le siège et ça vous fait redescendre le sang. Et si vous avez réfléchi 2 secondes à ce que je viens de dire, vous devez comprendre. Si ça fait descendre le sang de prendre beaucoup de G, ça le fait descendre dans vos pieds. Et qu'est-ce qui se passe si on n'a pas de pieds? Et ben le sang ne descend pas jusqu'aux pieds, il descend au plus bas possible. Bader avait une jambe qui s'arrêtait au-dessus du genou et l'autre en dessous. Ça semble rien, hein, le mollet. Mais ça lui permit beaucoup. Ça lui permit d'économiser du sang dans le haut de son corps et donc dans la tête, puisque moins de sang dans la tête, c'est moins d'oxygène, et moins d'oxygène, c'est tomber dans les pommes. Ce qui lui permettait de prendre des virages beaucoup plus serrés avec beaucoup plus de G que ses adversaires. Ce qui le faisait prendre l'avantage. Plus de jatte, mais pas un manche. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai pu vous apprendre quelque chose, et si vous avez d'autres personnalités que vous souhaitez voir en vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est avec grand plaisir que j'étudierai leurs histoires et que je vous les raconterai. Et puis, abonnez-vous et à la prochaine.